Dans le fourré, un conte de Akutagawa Ryunosuke, lecture par Christophe Tabar. Déposition d'un bûcheron interrogé par le lieutenant criminel. Je vous confirme, monsieur le lieutenant, ma déposition. C'est bien moi qui ai découvert le cadavre. Ce matin-là, comme d'habitude, je me rendais sur l'autre versant de la montagne pour abattre des sapins. Le cadavre était dans un fourré à l'ombre de la montagne. Le lieu exact? À 4 ou 5 chos, je crois, de la halte de Yamashina. C'est un endroit sauvage où se dressent clairsemés des bambous mêlés de maigres conifères. Gisant sur le dos, le cadavre était vêtu d'une robe de chasse bleu clair et portait un eboshi couleur gris acier à la mode de la capitale. Une seule entaille était visible sur le corps, mais c'était une plaie profondément ouverte dans le haut de la poitrine. Les feuilles mortes de bambou qui jonchaient les alentours étaient comme teintes de suau. Non, le sang ne coulait plus de la plaie dont les lèvres paraissaient déjà desséchées et sur laquelle, je m'en souviens bien, un gros taon était collé, comme s'il ne m'entendait pas approcher. Si je n'ai pas trouvé un sabre ou quelque chose d'autre? Non, rien du tout. Seul, au pied d'un sapin voisin, une corde de paille était abandonnée. Ah, si! Outre la corde, il y avait aussi un peigne. Voilà tout ce que j'ai trouvé autour du cadavre. Mais les herbes et les feuilles mortes des bambous étaient foulées en tous sens, et la victime, avant d'être tuée, avait dû opposer une forte résistance. Comment? Si je n'ai pas aperçu un cheval? Non, ce n'est pas un lieu où puisse pénétrer un cheval. Une épaisse broussaille sépare l'endroit de la route praticable à cheval. Déposition d'un moine itinérant interrogé par le même lieutenant criminel. Je peux vous assurer, monsieur le lieutenant, que j'avais aperçu hier celui qu'on a trouvé mort aujourd'hui. Oui, vers midi, je crois. C'était à mi-chemin entre Sekiyama et Yamashina. Il marchait en direction de Sekiyama, accompagné d'une femme montée à cheval. La femme était voilée, aussi n'ai-je pu distinguer son visage. Je me rappelle seulement sa robe, qui semblait être de la couleur de l'espédeza. Quant au cheval, c'était un alezan dont la crinière était rasée, j'ai l'impression. De quelle taille était-il? 4 chacune, 4 sunes, à peu près, m'a-t-il semblé. Mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas expert en la matière, étant moine. Et l'homme? Il était bien armé d'un sabre, portait un arc et des flèches. Et surtout, ce carquois laqué noir dans lequel il avait mis une vingtaine de flèches, oui, je m'en souviens bien. Le sort qui l'attendait, comment pouvais-je le deviner? Oui, vraiment, la vie humaine n'est-elle pas comme une rosée ou comme un éclair? Je le plains, et je ne trouve pas les mots qu'il faut. Déposition d'un mouchard interrogé par le même lieutenant criminel. L'homme que j'ai arrêté? C'est un fameux brigand, appelé Tajomaru, il n'y a pas de doute. Mais quand je l'ai arrêté, il poussait des cris étouffés, affaissé sur le pont de pierre de la route d'Awataguchi. Il paraissait être tombé de cheval. L'heure? Vers la première de Kong, hier soir. La dernière fois qu'il m'avait échappé de justesse, il avait cette même robe de chasse bleu foncé assortie du même sabre à gaine moulée. Cette fois-ci, comme vous l'avez vérifié, il portait en outre un arc et des flèches. Ah oui? La victime avait les mêmes armes? Alors il n'y a pas de doute. C'est Tajomaru l'assassin, car l'arc enroulé de cuir, le carquois laqué de noir, 17 flèches empeinées de faucon, tout ça c'était bien à lui. Le cheval aussi, comme vous le disiez, était un alezan à la crinière rasée. Être désarçonné par cette bête, c'était son destin. Elle, traînant à terre une longue rêne, un peu au-delà du pont de pierre, broutait les herbes coupantes encore vertes qui poussaient au bord de la route. Ce Tajomaru de tous les voleurs qui rôdent dans les rues de la capitale est renommé comme coureur de femmes. L'année dernière, en automne, on avait trouvé morte dans la montagne derrière la chapelle de Pindola, du temple Toribé, une dame qui avait dû y venir pour prier et la jeune servante qui l'accompagnait. La rumeur avait attribué ce crime à Tajomaru.
Si c'est encore lui qui a tué cet homme trouvé mort, on pourrait apprendre ce qu'est devenue la femme montée à cheval. J'ai l'air de forcer votre enquête, mais ce point mérite d'être éclairci. Déposition d'une vieille femme interrogée par le même lieutenant criminel. Oui, le cadavre est celui de mon gendre. Il n'était pas de la capitale. Il était officier du gouvernement de la province de Wakasa. Son nom était Takehiro de Kanazawa. Il avait 26 ans. Non, comme il était de caractère doux, il ne pouvait attirer la rancune. Ma fille, elle s'appelle Masago. Elle a 19 ans. Oh, c'est une fille brave, non moins intrépide qu'un homme. En dehors de Takehiro, elle n'a jamais connu d'homme. Sa peau est basanée avec un grain de beauté à l'angle externe de l'œil gauche. Son visage est petit et ovale. Takehiro était parti hier pour Wakasa en compagnie de ma fille. Mais quel destin les a conduits dans une situation pareille? Qu'est devenue ma fille? Je dois bien me résigner au sort de son mari. Je ne peux m'empêcher d'être inquiète pour elle. C'est la supplication d'une pauvre vieille. Ouvrez une enquête, je vous prie, sur le sort de ma fille, même si vous deviez fouiller pour cela sous les herbes et les arbres. Ce brigand, au fait, comment s'appelle-t-il? Ah oui, Tajomaru. Oh, que je le hais! Non seulement il a tué mon gendre, mais il a même... Des sanglots coupèrent ses paroles. Aveu de Tajomaru. Oui, c'est moi qui ai assassiné cet homme, mais pas la femme. Alors, où est-elle? Ça, je n'en sais rien, moi. Que voulez-vous faire? Attendez, vous ne pourrez m'arracher par la torture, si atroce soit-elle, ce que j'ignore. Et au point où j'en suis, je ne chercherai pas à me dérober lâchement. Hier, au début de l'après-midi, j'ai retrouvé le couple. Le voile de soie, soulevé par un souffle de vent, découvrit le visage de la femme. Oui, rien qu'un instant. L'instant suivant, je ne le vis plus. La brièveté de cette vision en a-t-elle été en partie cause, mais son visage me parut celui d'un bosatsu. Subitement, je me décidai à enlever la femme, même si je devais tuer son compagnon. Quoi? Tuer un homme, ce n'est pas un aussi grand travail que vous pouvez le penser. Le rapt d'une femme entraîne nécessairement la mort de son compagnon. Seulement, moi je brandis le sabre que j'ai à la ceinture, tandis que vous n'en usez pas. Vous tuez par le pouvoir, par l'argent, ou même au moyen d'une simple parole d'apparence bénigne. Évidemment, le sang ne coule pas. La victime continue à vivre, mais vous ne l'en avez pas moins tué. Du point de vue de la gravité de la faute, je me demande qui de nous, vous ou moi, est le plus criminel. Sourire ironique. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est de ravir une femme sans tuer l'homme. Mon état d'esprit à cet instant-là m'a décidé à vouloir enlever la femme sans attenter, si possible, à la vie de son compagnon. Cependant, comme je ne pouvais pas faire cela sur le chemin de Yamashina, que vous connaissez bien, je me suis arrangé pour entraîner le couple dans la montagne. Cela a été fort facile. Me faisant passer pour un compagnon de route, je leur fis la proposition suivante. Là-bas, dans la montagne, il y a un vieux tombeau. En fouillant un peu, j'ai découvert un grand nombre de miroirs et de sabres. Pour les dissimuler aux yeux des envieux, je les ai enterrés dans un fourré qui est à l'ombre de cette montagne. Je désire trouver un acheteur auquel je vendrai à vil prix ce qu'il voudra. L'homme finit par être visiblement intéressé par cette histoire. Ensuite, que pensez-vous? Prenez garde à la cupidité. Avant même qu'une demi-heure se fût écoulée, le couple à cheval prit avec moi la direction de la montagne. Lorsque nous sommes arrivés devant le fourré, j'ai dit au couple que les trésors étaient enterrés là, et je leur ai demandé de me suivre pour les voir. L'homme, aveuglé par la convoitise, n'avait aucune raison d'hésiter, tandis que la femme a préféré attendre sans descendre de cheval. Je comprends fort bien sa réaction à la vue des broussailles touffues, et c'était d'ailleurs justement ce à quoi je m'attendais. Aussi, laissant la femme toute seule, ai-je pénétré dans le fourré, suivi de l'homme. Au début, le fourré n'était constitué que de bambous. Au bout d'un demi-shot environ de marche, il y avait une petite clairière de sapins. Aucun lieu n'était mieux approprié à l'exécution de mon plan. Écartant des broussailles touffues, je m'entis
en disant avec l'apparence de la sincérité que les trésors étaient sous ces sapins. Sur quoi l'homme, sans hésiter, s'engagea dans la direction où il avait vu les maigres sapins. Bientôt, les bambous devenant plus rares, nous arrivâmes à la clairière. À peine arrivé, je le jetai à terre. Cet homme, armé d'un sabre, paraissait robuste, mais il fut pris de court par cette attaque tout à fait inattendue. En un clin d'œil, il se vit attaché au pied d'un sapin. La corde? Étant un voleur, j'en ai toujours une attachée à la hanche, pour le cas où je devrais franchir une haie, par exemple. Pour l'empêcher de crier, je n'avais qu'à fourrer des feuilles mortes de bambou dans sa bouche. Ayant achevé de le ligoter, je retournai vers la femme et lui dis de venir avec moi, prétextant que son mari avait été saisi d'un malaise. Inutile de dire que mon plan réussit. À peine se fut-elle débarrassée de sa coiffure qu'elle s'engagea vers l'intérieur du fourré, moi lui ayant pris la main. Dès qu'elle aperçut l'homme ligoté au pied du sapin, elle dégaina son poignard qu'elle avait sorti, je ne sais quand, de son vêtement. Je n'ai jamais rencontré une femme aussi intrépide. La moindre inattention m'aurait coûté la vie, elle m'aurait poignardé au ventre. Même en s'écartant promptement, il était difficile d'éviter les coups devant une attaque si furieuse. Mais on ne la fait pas au fameux Tajomaru que je suis. J'ai réussi à faire tomber son poignard, sans même dégainer mon sabre. Si inflexible qu'elle fût, désarmée, elle ne pouvait plus rien faire. Et j'ai donc obtenu ce que je désirais sans commettre de meurtre. Sans commettre de meurtre, oui, je n'avais plus de raison de tuer cet homme. J'étais sur le point de m'enfuir du fourré, laissant la femme en pleurs, lorsqu'elle s'est accrochée comme une folle à mon bras. Je l'ai entendu dire, d'une voix saccadée, qu'elle souhaitait ma mort ou celle de mon mari, ne pouvant supporter d'avoir honte devant deux hommes, car cela lui était plus pénible que la mort. Ce n'est pas tout. Elle désirait s'unir à celui qui aurait survécu, disait-elle en haletant. Je fus pris à ce moment d'un désir violent de tuer son homme. Une obscure émotion le fit frissonner. En m'entendant, vous pourriez croire que je suis un homme plus cruel que vous. C'est que vous ne connaissez pas le visage de cette femme. C'est surtout que vous n'avez pas vu l'ardeur qui brillait dans ses yeux quand elle me suppliait. Lorsque nos regards se croisèrent, je brûlais de désir de l'épouser, même si j'avais dû mourir foudroyé immédiatement. L'épouser, c'était la seule idée qui m'absorba à cet instant. Et ce n'est pas, je vous le jure, à cause d'un certain désir bas et licencieux, comme vous pourriez l'imaginer. Si, à ce moment décisif, je n'avais eu aucune autre pensée que ce vil instinct, je me serais certainement enfui après l'avoir renversé d'un coup de pied, et je n'aurais pas souillé mon sabre du sang de cet homme. Mais, à l'instant où je contemplais cette femme dans la pénombre du fourré, je pris la décision de ne pas quitter cet endroit avant d'avoir tué son compagnon. Néanmoins, si j'étais décidé à tuer cet homme, je ne voulais pas le faire lâchement. Ayant dénoué la corde qui le ligotait, je le défiai en duel. Vous avez d'ailleurs trouvé la corde au pied du sapin. J'ai oublié de la ramasser. Le visage farouche, l'homme dégaina son large sabre et, sans prononcer un mot, se précipita furieusement sur moi. On sait le résultat, inutile de le dire. À la 23e reprise, mon sabre lui perça la poitrine. 23e reprise. Même maintenant, j'admire encore ce fait, car personne d'autre ne m'avait jamais résisté plus de 20 reprises. Il eut un sourire tranquille. En même temps que l'homme s'affaissait, je me retournai vers la femme, le sabre ensanglanté à la main. Mais alors? Quoi? Elle avait disparu. De quel côté s'était-elle enfuie? Je l'ai cherchée un peu partout parmi les sapins, mais le tapis de feuilles mortes de bambou ne portait pas de traces. Mes oreilles ne perçurent que les râles de l'homme qui agonisait. Peut-être, dès les premiers coups de sabre, la femme s'était-elle enfuie à travers le fourré pour chercher du secours. Cette fois, vous vous rendez compte que c'était ma vie qui était en jeu. Ayant arraché le sabre, l'arc et les flèches, je regagnai en hâte le chemin de montagne que nous avions quitté. La monture de la femme était encore là, qui broutait paisiblement. Ce que je suis devenu après? Inutile de vous le dire. Je voudrais seulement ajouter qu'avant d'entrer dans la capitale, j'ai vendu le sabre. Voilà tous mes aveux. Tôt ou tard, je serai pendu, alors condamnez-moi à la peine suprême.
Son attitude était arrogante. Confession d'une femme venue au temple de Kiyomizu. Après m'avoir violenté, cet homme à la robe de chasse bleu foncé ricana sous les yeux de mon époux qui était ligoté. Oh, comme mon mari a dû lui en vouloir! Mais ces contorsions ne faisaient qu'enfoncer encore davantage dans sa chair la corde qui le retenait. Instinctivement, j'ai couru. Non, j'ai voulu courir de toutes mes forces vers mon mari. Le brigand, sans me laisser le temps de le faire, m'a donné un coup de pied et je suis tombé. À cet instant même, j'ai vu un étrange éclair passer dans les yeux de mon mari. Et vraiment étrange. Ce regard, maintenant encore, chaque fois que je me le rappelle, me fait tressaillir. Ne pouvant me dire le moindre mot, mon mari a enfermé dans son bref regard tout ce qu'il ressentait. Ce qui étincelait dans ses yeux, ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse. Était-ce autre chose qu'une lueur glaciale de mépris? Frappé plus fortement par ce regard que par le coup de pied du malfaiteur, j'ai inconsciemment crié quelque chose, et je me suis évanoui. Je ne sais combien de temps s'est écoulé. J'ai enfin repris conscience. L'homme à la robe de chasse bleu foncé avait disparu. Mon mari était toujours ligoté au pied du sapin. Relevant péniblement le haut de mon corps sur les feuilles mortes, je fixai les yeux sur mon mari, mais son regard restait inchangé. Mêlé à un mépris glacial, il luisait encore de la haine. Honteuse, triste, furieuse, comment qualifier ce que j'étais à ce moment-là? Me redressant titubant, je me suis approché de mon mari et je lui ai dit « Maintenant que je suis tombé dans cette situation ignoble, je ne peux plus rester avec toi. Je n'ai plus qu'à me tuer sur le champ. Mais je te demande de mourir, toi aussi. Tu as vu ma honte. Je ne puis te laisser vivre seul après moi. » J'ai dit cela de toutes mes forces. Mais, sans broncher, mon mari continuait à me dévisager haineusement. Contenant les battements de ma poitrine, j'ai cherché le sabre de mon mari. Le voleur avait dû l'emporter. Je ne pus le retrouver dans les broussailles. L'arc et les flèches non plus. Mais, par chance, un poignard roula à mes pieds. Je l'ai pris et j'ai répété à mon mari « Je te demande ta vie, je te suivrai tout de suite. » À ces mots, il a enfin remué les lèvres. Les feuilles mortes de bambou placées dans sa bouche ont empêché sa voix de se faire entendre. Mais à un signe imperceptible de ses lèvres, je compris ce qu'il voulait. Toujours enfermé dans son mépris, il m'avait signifié « Tue !» À demi inconsciente, je plongeai d'un coup le poignard dans sa poitrine à travers sa robe de chasse bleu clair. Une fois encore, j'ai dû m'évanouir. Réveillé enfin, j'ai regardé autour de moi. Mon mari, toujours ligoté, était mort depuis longtemps. Sur son visage pâle, à travers les branches entremêlées de bambou et de sapin, le soleil déclinant laissait errer un ray de lumière. Refoulant mes larmes, j'ai délié la corde du cadavre. Ensuite, que suis-je devenu? Cela, je n'ai plus la force de le dire. De toute façon, je n'ai pas réussi à mourir. J'ai appliqué le couteau sur ma gorge. Je me suis jeté dans un étang au pied de la montagne. Bref, j'ai tout essayé. Mais puisque je suis toujours en vie, à quoi bon m'en vanter? Elle eut un sourire triste. Même le Bosatsu, infiniment miséricordieux, aurait-il abandonné la femme lâche que je suis? Moi qui ai tué mon mari, moi qui ai subi les violences d'un brigand, que puis-je faire maintenant? Mais moi, elle éclata brusquement en sanglots. Récit de l'ombre par la bouche d'une sorcière. Le voleur, ayant atteint son but, s'est assis à la même place et s'est mis à consoler ma femme par tous les moyens. J'étais naturellement incapable de dire quoi que ce fût. Mon corps était attaché au pied du sapin, et j'ai envoyé à plusieurs reprises un clin d'œil significatif à ma femme. « Ne l'écoute pas, c'est faux tout ce qu'il dit. » Je voulais lui faire comprendre cela, mais assise sans force sur les feuilles mortes de bambou, elle regardait fixement ses genoux. Cela donnait l'impression qu'elle écoutait le voleur. Du moins, il me le semblait. Je me suis tordu, brûlé par la jalousie.
Le voleur, de son côté, choisissait ses mots avec beaucoup d'habileté. Il disait « Ton mari ne s'entendra plus avec toi, maintenant que ton corps est souillé. Ne veux-tu donc pas le quitter et m'épouser ? C'est à cause de l'amour que tu m'as inspiré que je me suis livré à cette audace. » Le brigand osa se servir de tels arguments. Sur ces paroles, ma femme, comme en extase, a relevé la tête. Je n'avais jamais vu ma femme si belle. Et que pensez-vous que ma femme si belle ait répondu au brigand devant son mari ligoté? Moi, tout en errant dans ces limbes, chaque fois que je m'en souviens, je m'enflamme de colère. Elle dit « Emmène-moi où tu veux !» Il y eut un long silence. Mais la faute de ma femme est plus grande encore. Sans cela, je ne souffrirais pas tellement dans cette nuit. Quand, conduite par la main du brigand, elle fut sur le point de quitter le fourré, elle devint toute pâle et dirigea le bout de son doigt vers moi qui était attaché au pied du sapin en disant « Tue cet homme. S'il reste vivant, je ne pourrai pas vivre avec toi. » Ma femme cria à maintes reprises comme une folle « Achève cet homme !» Ces mots, comme une bourrasque, me font choir encore maintenant, tête première jusqu'au fond d'une nuit infinie. Une parole aussi horrible est-elle jamais sortie d'une bouche humaine? Une parole aussi maudite a-t-elle jamais frappé une oreille humaine? Une parole... Et son rire moqueur fusa brusquement. Entendant ces mots, le voleur lui-même pâlit soudain. « Achève cet homme !» En répétant cela, ma femme s'accrochait à son bras. Le voleur, regardant fixement ma femme, ne répondait ni oui ni non. L'instant suivant, il l'a jetée d'un coup de pied sur les feuilles mortes de bambou. Et un rire moqueur de nouveau jaillit. Le voleur, croisant les bras lentement, s'est tourné vers moi. « Que veux-tu que j'en fasse? Veux-tu que je la tue ou lui laisse la vie sauve? Fais-moi seulement un signe de tête. Veux-tu que je la tue ?» Pour cette seule parole, j'aurais voulu pardonner au voleur. Il se fit de nouveau un long silence. Ma femme, pendant que j'hésitais, poussa un cri et se mit à fuir vers le fond du fourré. Le brigand, sans perdre un instant, se précipita à sa suite sans même pouvoir effleurer sa manche. Comme dans un monde de rêve, je regardais la scène. Après la fuite de ma femme, le brigand prit mon sabre, mon arc et mes flèches, et coupa en un seul point la corde qui me ligotait. Cette fois, c'est mon tour. Je me rappelle cette phrase qu'il murmura quand il s'éclipsa hors du fourré. Après sa disparition, tout est redevenu calme. Mais soudain, je me dis, quelqu'un pleure? Déliant la corde, je prêtai l'oreille. Mais non, c'était moi qui sanglotais. La voix se tut pour la 3e fois, longtemps. Enfin, au pied du sapin, j'ai péniblement soulevé mon corps épuisé. Devant moi, luisait le poignard que ma femme avait laissé tomber. Le saisissant, je l'ai enfoncé d'un coup dans ma poitrine. Quelque chose comme une boule âcre et chaude est monté jusqu'à ma gorge, mais je ne ressentis aucune douleur. À mesure que ma poitrine refroidissait, le silence d'alentour devenait encore plus profond. Ah, quel silence! Dans le ciel, au-dessus de ce fourré à l'ombre de la montagne, pas un oiseau ne venait chanter. Seul, à travers les bambous et les sapins, errait le dernier rayon du soleil déclinant. Ce rayon lui aussi pâlissait. Je ne voyais plus ni bambou ni sapin. Étendu sur la terre, j'étais enveloppé d'un silence profond. Juste à cet instant, quelqu'un, à pas furtifs, s'est approché de moi. J'essayais de tourner la tête vers lui. Cependant, une obscurité diffuse m'entourait déjà. Quelqu'un, d'une main invisible, a retiré doucement le poignard enfoncé dans ma poitrine. Dans ma bouche, de nouveau, le sang afflua. Ce fut la fin, et j'ai sombré dans la nuit des limbes pour n'en plus revenir.